Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique numéro 59 me semble-t-il. Et dans cette chronique, je vais essayer d'établir le concept d'altruisme dans le cadre, bien entendu, d'une philosophie morale. Pour planter le décor, je dirais que la liberté d'un individu peut être étendue de plusieurs manières. Je m'explique. Je dirais que c'est déjà d'abord l'état d'une personne qui ne se trouve pas sous la dépendance absolue de quelqu'un d'autre, manifestement. Elle est alors le contraire de l'esclavage ou de l'esclave. Plus généralement, c'est l'état de celui qui ne subit pas de contraintes. Alors vous me direz, j'exagère, c'est une apalissade, c'est une évidence. Mais il y a des subtilités. Je dirais qu'également, en ce cas d'espèce, c'est enfin la capacité ou le pouvoir d'agir selon sa propre détermination. Dans une distinction devenue classique, je cite Isaiah Berlin, qui distingue la liberté négative de la liberté positive. La première est l'absence, l'absence d'obstacles, de barrières ou de contraintes, généralement, bien entendu, externes à l'individu. Et la seconde me renvoie à la capacité d'action d'un individu. Alors, me direz-vous, celle-ci relève pour partie de deux facteurs. Deux facteurs, intrinsèques à ce dernier, tels que par exemple l'élément incontournable de son autonomie. Également, sa volonté d'agir, et donc, plus précisément, de son développement personnel, voire son épanouissement. Alors, une des questions primordiales qui les divise, le libéralisme, en plusieurs philosophies, puisque c'est en ce cas d'espèce aujourd'hui de ce que nous pouvons voir, puisque tous les individus acceptent, cette notion. Je dirais bien que, effectivement, il y a plusieurs philosophies politiques qu'on peut en tirer, qui est le rapport de l'individu, par exemple, à l'État, et celui-ci peut être source de contraintes et donc mettre un frein à la liberté négative. Il peut également, aussi contribuer par l'éducation, par exemple, à l'épanouissement de l'individu, à la réalisation de soi, ou au moins la possibilité de la réalisation de soi et favoriser ainsi, d'une manière évidente, sa liberté positive. Alors, qu'est-ce que la liberté si ce n'est qu'une idée, effectivement, qui au départ me semble abstraite. Et ensuite, dans sa dynamique, comprend une boucle de régulation. Elle intègre l'acceptation de certaines contraintes, dans la mesure, bien entendu, où il est communément admis que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, comme dit le vieil adage. Et cette règle élémentaire de la vie, en société, en commun ou dans la cité, implique que la liberté d'une personne a des limites. Bien entendu, comme disait le philosophe allemand Julien Freud, quand tout est liberté, finalement, cela devient liberticide. La conception négative de la liberté comme absence de contrainte ne peut donc être comprise de façon radicale. Elle ne peut être absence de toutes les contraintes, à moins que celles-ci ne soient acceptées, bien entendu, volontairement par l'individu.
Et quand je dis volontairement, c'est accepter en ayant médité, réfléchi au préalable. Alors le caractère de la contrainte, in fine, s'évanouit, c'est une évidence. Elle peut disparaître spontanément, ou bien au terme d'une démarche rationnelle. Ainsi, par exemple, je peux au premier abord juger insupportable de payer un impôt. Hein, tout le monde, je dirais, pas de gaieté de cœur, vont payer les impôts. Ça me semble une évidence, je dirais, une évidence indiscutable. Puis, c'est là, je vous dis, faites de l'acceptation par réflexion, en accepter le principe après en avoir pesé les tenants et les aboutissants, savoir à quoi sert réellement l'impôt. La contrainte, finalement, au fond, s'efface puisque je l'accepte, car je sais que ma contribution va permettre à des services généralisés de fonctionner. Bien entendu, il faut toujours s'interroger sur les conditions de cette, je dirais, acceptation. Celle-ci, je dirais, n'étant pas médecin, mais je me permets un petit peu cette liberté, celle-ci, comme en médecine par exemple, doit relever d'une forme de consentement éclairé. Si la liberté positive recouvre une réalisation de soi, fondée bien entendu sur l'autonomie et sur l'autodétermination, elle peut être tenue pour complémentaire de la liberté négative. Ce sont des qualités d'autonomie et d'autodétermination qui, introduites dans un processus réflectif, et qui peuvent aider effectivement l'individu à prendre position, à prendre conscience par rapport aux contraintes auxquelles il est soumis. D'où une première idée, si sa liberté, ou si la liberté constitue un droit naturel, c'est-à-dire un droit inaliénable que possède l'individu à la naissance avant toute société, je réfère à Rousseau, qui a traité de cette question-là, le plein exercice de ce droit requiert un effort, un travail, je dirais, réflexif, personnel, qui, comme nous, y assisterons, je dirais, d'une manière probante, relève de l'introspection. En ce sens, la liberté, même tenue pour un droit radical, est dans la réalité modulée par l'idée que l'individu, effectivement, projette ou s'en fait. Cela n'a rien d'une argutie, soyons clairs là-dessus. Cela veut simplement dire que, jouissant de la liberté par principe, nous pouvons être plus libres encore si nous réfléchissons aux conditions, bien entendu, je dirais, pas de sa mécanique, mais de son exercice. Voilà. Alors, cette affirmation, à mon sens, est importante en soi, bien entendu. Elle est aussi l'illustration d'une méthode de réflexion qui consiste à inclure dans un concept les modalités de son utilisation, ce qui, à mon sens, est évident. On pourrait même la qualifier en raccourci à combiner l'idée et son mode d'emploi. Cela, bien entendu, suppose une démarche rationnelle qui permet de considérer un concept, ici en ce cas d'espèce, la liberté, à la fois comme un principe radical. Je dois préciser que la liberté est un droit naturel inaliénable, et comme un énoncé relatif, on pourrait qualifier comme une personne peut-être plus ou moins libre, et cette dualité est importante, c'est un fait majeur. Alors l'usage qui peut en être fait de façon plus générale a été évoqué, je dirais, dans différentes philosophies. Retenons que la rationalité me permet de penser, de relativiser, d'adapter à ma situation l'idée de liberté tout en lui conservant son caractère, bien entendu, absolu. C'est donc pourquoi j'invite les gens à réfléchir sur une démarche, je dirais,
post-réflexive. C'est-à-dire que il faut bien en avant réfléchir, se poser des questions, en avoir les tenants et les aboutissants, savoir finalement au fond pourquoi fais-je ce sacrifice. Alors une démarche réflexive de même nature permet à l'individu d'apprécier l'ampleur et les carences de ses libertés individuelles, de ses capacités, au sens défini par exemple dans différentes philosophies qui sont encore en vigueur comme source de référence de nos jours. De façon pragmatique, que signifie finalement au fond ma liberté fondamentale de vivre si je meurs de faim et n'ai pas de quoi m'acheter du pain? C'est très facile d'être dans un pays libre quand on voit une multitude de publicités faisant l'étal de la marchandise et ne pouvant pas en bénéficier. Ou pire, ayant que les yeux pour consommer quand mon ventre se trouve, je dirais, non repu. La pauvreté, à mon sens, est une prison. Une prison voulue, bien entendu, par l'organisation humaine et ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle a finalement toujours été. On pourrait même qualifier que la pauvreté est une perte de liberté, ce qu'elle espèce. Car même si jadis choisir l'ascétisme et refuser les biens de ce monde, il y en a eu, bien évidemment, qui était un moyen de se rapprocher de la nature et d'avoir une vision claire des événements et de la réflexion. Pour dire d'une manière générale, aujourd'hui, celui qui ne possède pas, et c'est un cas réel, finalement, n'a plus de liberté. La société telle qu'elle est devenue aujourd'hui fait qu'en sorte que plus vous avez les moyens, plus vous avez cette liberté. De même d'exemple, demain vous gagnez des millions, vous n'avez plus le souci de vous nourrir, de vous vêtir, de vous déplacer. La société est faite ainsi. Et c'est une des raisons pourquoi je dis explicitement, d'une façon réelle et sérieuse, que la pauvreté est perte de liberté. Plus généralement, nous sommes plus ou moins libres, selon nos conditions d'existence, bien entendu. Par un travail, je dirais, d'introspection et d'analyse rationnelle, une personne peut donc accepter, je dirais, certaines contraintes de la vie en société et en refuser d'autres, ce qui est une évidence. Et cela, bien entendu, en mesurant la nature, l'abondance ou l'insuffisance des libertés individuelles ou des capacités dont elles disposent ou ne disposent pas. Bon. Je dirais qu'il reste quand même à souligner un point, je dirais un point de vue ou un point essentiel, qui sont les conditions externes qui encadrent je dirais, les libertés de l'individu. Et je les classifierais finalement au fond en deux ordres. Premièrement, on le perçoit, je dirais, d'ordinaire comme des contraintes négatives, c'est le premier choc, la première violence. Donc on le perçoit d'ordinaire, je dirais, comme des contraintes négatives et par conséquent restrictives. On oublie souvent les autres conditions, cette fois positives, qui aident à la construire. En d'autres termes, ma liberté n'est pas seulement limitée à celle des autres. Elle est aussi construite grâce à celle des autres. Rappelez-vous, je suis ce que je suis grâce à ce que vous êtes. Il y a cette dimension, comme disait Platon, dimension du commun. Platon expliquait la différence entre un despote et un scribe éclairé. La nuance était simplement que le scribe éclairé était capable de prendre un pouvoir tout en le refusant, sachant ce que le pouvoir pouvait représenter, d'où la fameuse formule « donner le pouvoir à ceux qui le refusent »,
Ensuite, il avait pour responsabilité de transformer le pouvoir en dimension humaine et œuvrer pour le sens commun. À la différence du despote, qui finalement ne changeait plus le pouvoir, c'est le pouvoir qui le changeait, et n'avait plus d'autre tâche que d'agir d'une façon intrigante. En d'autres termes, pour être libre de vivre, il faut pouvoir acheter du pain. Il faut aussi un boulanger pour faire le pain. Cette évidence, trop négligée, s'impose de façon encore plus pressante à mesure que l'interdépendance des hommes sur la planète de dimension finie s'accroît. Si la globalisation tant célébrée ou décriée, n'ayons pas peur de le dire, doit nous faire réfléchir, c'est bien sur le caractère construit, tout autant contraint du fondement de notre liberté. Au total, l'idée de liberté est composite, une sorte de judicieux bricolage, si je peux me permettre l'expression. Elle recouvre à la fois un principe absolu et l'énoncé relatif des libertés individuelles. Cela n'est ni contradictoire, ni paradoxal, ni oxymorique. Dès lors que la personne se livre à un travail réflexif, fondé sur les facteurs externes négatifs et positifs qui conditionnent cette situation, enfin parce que la liberté de chacun se construit grâce à celle des autres, il en découle que chaque personne est supposée participer à la construction de la liberté des autres. Voilà, c'est une petite réflexion sur la liberté d'une manière générale, ce qu'on peut en définir. Je n'ai pas, je suis pas entré dans des grandes lignes, mais je voulais un petit peu vous faire part de cette petite réflexion. Alors je vous dis à la prochaine chronique et je vous remercie de m'avoir écouté.